Honorable assistance, mesdames et messieurs, au nom de Monsieur Mohamed El-Kettani, président directeur général du groupe Tijari Wafa Bank, il s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir au regard d'engagement de dernière minute qu'il vient d'avoir. Donc il vous salue tous. C'est un immense honneur de vous accueillir au sein du nouveau siège de la direction régionale de Tijari Wafa Bank, Meknès et Fès, pour une nouvelle édition du cycle de conférences Échanger pour comprendre de la Fondation Tijari Wafa Bank. Nous avons tenu à ce que ce soit Fès qui accueille cette première conférence en région et de surcroît en présentiel depuis le déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020. En effet, le choix de la région Fès-Meknès n'est pas fortuit puisque la Fondation Tijari Wafa Bank avait ouvert le bal de ces conférences régionales en 2015 à Meknès, puis à Fès, en marge du Festival des musiques sacrées. Aujourd'hui, nous sommes heureux de célébrer ces deux cités millénaires dont la synergie et la complémentarité seront, nous en sommes convaincus, génératrices de prospérité pour l'ensemble de la région et créatrices de richesses pour tous. Si nous avons choisi de placer aujourd'hui les projecteurs sur les atouts et opportunités de l'axe Fès-Meknès, c'est parce que la région connaît une dynamique sans précédent au regard de la qualité et de la multiplicité des projets structurants déjà réalisés ou ceux qui sont en chantier. En témoignent les quelques indicateurs clés qui classent la région comme premier pôle universitaire au niveau national, deuxième contributeur à la valeur ajoutée agricole nationale, deuxième destination d'investissement en fonction en appui au plan Maroc vert, et puis quatrième contributeur au PIB national. Outre les filières historiques comme le textile, et le cuir et l'agroalimentaire, la région Fès-Meknès attire de plus en plus de filières émergentes comme le câblage électrique pour les secteurs automobiles et aéronautiques ou encore la fabrication de matériel médical et orthopédique, sans oublier la montée en puissance attendue du numérique, du digital et de la robotique, avec la montée en charge de la zone industrielle 4.0. Cette dynamique n'aurait pas été possible sans les efforts déployés par les pouvoirs publics en matière d'infrastructures routières, ferroviaires et aériennes, de parcs industriels et de ports secs. L'entrée en service prochaine du port Nador Med Ouest, que les opérateurs de la région rejoindront par autoroute en 2 heures seulement, donnera à coup sûr une forte impulsion à cette dynamique. Ce tournant structurel vertueux n'aurait pas été possible non plus sans la présence de ressources humaines jeunes, qualifiées et bien formées au sein d'un pôle universitaire, école d'ingénieurs et établissements professionnels performants. À cet égard, nous avons tenu à associer à la conférence de ce soir quelques jeunes étudiants qui sont le reflet de l'excellence de cet écosystème régional de l'enseignement et qui pourront interagir avec nos conférenciers. Tous ces atouts et forces que nous pouvons énumérer de manière exhaustive et qui seront développés plus amplement par nos invités nous confortent dans notre conviction que la région Fès-Meknès sera le pôle industriel émergent des prochaines années, au même titre que l'ont été Tanger et Kénitra. Pour en savoir plus sur l'étendue de cette richesse matérielle et immatérielle de Fès et Meknès, nous avons le plaisir de compter parmi nous ce soir des personnalités d'une grande valeur humaine et professionnelle qui s'investissent tous les jours au service du développement de leur région. Bienvenue à Yassine Tezi, directeur régional du CRI de Fès-Meknès, Monsieur Noufel El-Kettani, président directeur général de Maroc Modis, et puis notre cher ami Hicham Sebti, directeur de Euromed Business School, qui a bien voulu assurer la modération de la discussion. Sans plus tarder, je vous cède la parole, Monsieur Sebti. Je souhaite à tous une excellente conférence.
Merci beaucoup, Sylrelfi. Merci pour votre mot de présentation et puis vos mots très gentils à notre égard. Je parle de moi et de l'ensemble des membres du panel. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être là parmi nous. Je voudrais vous dire à quel point on est ravis d'être ici. Je voudrais remercier la Fondation Tijari pour l'invitation et pour le cycle de conférences qui est organisé. Comme l'a précisé Sylrelfi, c'est effectivement l'occasion de échanger, débattre, exposer et comprendre. Et comme le titre le précise bien, échanger pour mieux comprendre. Et on est ravis, et c'est un peu notre rôle, enfin en tout cas nous en tant qu'université, de pouvoir animer les échanges et pouvoir développer un peu cette culture du débat et de la discussion au sein de la région. Je voudrais aussi remercier Tijari, les féliciter de réunir dans un si bel écrin. Bravo d'ailleurs aussi pour cette nouvelle direction régionale. Les remercier de réunir ensemble chez les financiers ce que je considère être comme les trois autres hélices de la palme les trois autres palmes de l'hélice de développement, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, représenté ici par M. Ktiani, les pouvoirs publics représentés par C.S. Insazi et le monde universitaire représenté par moi-même. Je pense que c'est effectivement la combinaison de ces trois mondes qui génère une dynamique de transformation importante, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pour le dire, c'est vrai que nous, à l'université Euromed, on a tendance à éviter de produire cette fausse dissociation qu'on met souvent entre le monde universitaire, le monde socio-économique. On a tendance à considérer que nous sommes un acteur du monde socio-économique à part entière, dans le sens où nous nous interrogeons également sur notre contribution au développement de nouvelles opportunités économiques et à la création de richesses pour la nation, histoire de paraphraser Adam Smith, le père de l'économie. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer notre échange qu'on va construire en 4 temps. Un premier temps, on va revenir sur les atouts de la région, à la fois sur les aspects économiques, mais aussi culturels, touristiques et en termes de ressources humaines. Un deuxième temps où nous allons s'interroger sur comment transformer ces atouts en opportunités de création de richesse. C'est une chose d'avoir des atouts, c'est une autre chose de savoir les transformer et en générer une dynamique. Et puis un troisième temps où nous allons revenir sur les outils, les dispositifs qui sont mis en place à la fois par les différentes institutions et en particulier par les organismes publics pour accompagner, amorcer et accompagner la dynamique. Un quatrième temps sera justement réservé à l'échange, au débat avec la salle. Et en particulier, on a le plaisir d'accueillir parmi nous des étudiants de l'ENCG de Fès et de l'Université Euromed qui auront aussi l'occasion de pouvoir intervenir, débattre, échanger. Et on est ravis et je les félicite aussi d'être là parmi nous. Donc, je vous propose de démarrer dès à présent avec le premier temps. Questionnement sur les atouts de la région Fès-Meknès. Quels sont ses atouts? Comment on peut la positionner aujourd'hui? Je vais m'adresser en premier lieu à C.S. Insazi, directeur général du Centre régional d'investissement. Je sais que le CRI prépare une étude de positionnement de la région, où l'objectif, c'est justement de comprendre les atouts pour définir le positionnement, et un positionnement qui n'est pas uniquement de court terme, mais je crois que c'est une projection à 2035, dans mes souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Où en est-on? Et justement, quels sont, à votre sens, les atouts de la région Fès-Meknès? Très bien. Très bien, merci beaucoup, Sibti. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Je tiens à remercier Monsieur le Président directeur général du groupe Tijari Wafa Bank pour sa présence aujourd'hui, ainsi que Monsieur le directeur régional de Tijari Wafa Bank de la région Fès-Meknès, Khalifi, pour l'organisation de cette belle manifestation, ainsi que bien évidemment la fondation de Tijari Wafa Bank. Cette manifestation importante qui s'inscrit donc dans le cycle des conférences organisées par la Fondation pour échanger sur des thématiques diverses. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège, je tiens d'ailleurs à féliciter le groupe pour ce bel écrin qui reflète l'image et le dynamisme de Tijari au niveau de la région Fès-Meknès. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la région et c'est l'occasion. Peut-être avant de répondre à votre première question, c'est petit. Des fois on dit que des images valent plus que 1000 mots.
je vous propose peut-être de voir ensemble, on va dire, un film court sur la région Fès Meknès. Les gens de la région connaissent bien la région, mais ceux qui viennent de Casa ou Rabat ou d'ailleurs ne la connaissent peut-être pas aussi bien que nous. Donc je pense que peut-être on peut partager ces quelques images avec vous avant d'enchaîner sur votre première question. Située au cœur du Maroc, la région de Fès-Meknès abrite un territoire constitué de 2 préfectures, Fès et Meknès, et de 7 provinces, Moulay Yacoub, El Hajeb, Ifrane, Sefrou, Boulman, Taza et Taounat. Riche de son patrimoine et de sa richesse naturelle, elle dispose d'un ensemble important d'atouts favorisant son développement économique et social. Sur le plan énergétique, le territoire dispose de l'un des plus importants réservoirs d'eau au Maroc, des sources propres d'énergie, notamment à travers l'installation du parc éolien de Taza. La région jouit d'une parfaite connectivité grâce à un réseau routier développé, son aéroport international, ses gares ferroviaires et son port sec. Autre atout stratégique, Fès-Meknès offre un capital humain formé et qualifié. Elle compte 266 établissements de formation professionnelle ainsi que de nombreuses écoles d'ingénierie spécialisées. Avec ses 6 universités, elle représente le premier pôle universitaire au niveau national, dont la plus ancienne université au monde encore en activité, Al-Qarawiyyin. L'économie régionale repose sur des secteurs porteurs à la pointe de l'innovation. La vision royale Génération Green favorise l'émergence de nouvelles pratiques agricoles innovantes avec un écosystème performant et des cultures variées. Chaque année, le Salon international de l'agriculture de Meknès facilite la dynamique commerciale du secteur. La région a fait de la recherche scientifique et de l'innovation dans les différentes filières agricoles des piliers de développement du secteur. L'agropolis de Meknès accueille l'ensemble des opérateurs de la filière agroalimentaire et des industries supports. Fès-Meknès s'est engagé dans la redynamisation de son tissu industriel et s'oriente vers de nouvelles filières à forte valeur ajoutée comme l'agro-industrie. La région est un véritable pôle d'attraction pour les équipementiers automobiles et ferroviaires grâce à des zones industrielles dédiées, sa main-d'œuvre qualifiée et son cadre incitatif. Avec son offre d'outsourcing 2.0 et ses infrastructures world class, Fès-Meknès représente une destination d'excellence dans le domaine de l'offshoring. Cœur historique du pays, la région offre un patrimoine matériel et immatériel inestimable qui attire des touristes du monde entier. Elle dispose d'un potentiel exceptionnel pour l'artisanat d'art et occupe la 3e place en termes d'export. La culture n'est pas en reste, grâce à la programmation de nombreux festivals nationaux et internationaux. L'offre touristique de la région est large et se décline en nombreux produits très attractifs. Avec son terroir authentique et sa nature préservée, elle propose de nombreuses activités de loisirs et de détente. Le CRI Fès-Meknès est l'interlocuteur privilégié des investisseurs et porteurs de projets. Il se positionne en tant que catalyseur régional au service du développement et de la promotion de la région. Investisseurs, porteurs de projets, découvrez une région riche en opportunités d'investissement.
C'est vrai que quand j'ai découvert la première fois la vidéo, j'ai eu un vrai effet waouh, comme on dit. Moi qui n'ai pas grandi dans la région, qui ne vis pas ici depuis très longtemps, je me suis dit, en fait, on la connaît extrêmement mal, cette région. Et merci au CRI pour cette vidéo. Et donc, du coup, pour compléter un peu sur la vidéo, on revient à la question sur les atouts de la région Fes Meknès. Merci. Alors, comme l'a rappelé M. Khalifi en introduction, la région est une région extrêmement dynamique au niveau national et apporte une contribution importante. Ça a été rappelé au niveau de la contribution au PIB au niveau national, c'est à peu près 9%, donc on est à la 4e position au niveau national. La région se distingue sur de nombreux axes. Deuxième pôle agricole au niveau national, premier pôle universitaire, ça a été rappelé. Deuxième destination du plan Maroc vert. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, la région, ces distinctions ne viennent pas de nulle part. Donc, je pourrais les catégoriser, ces atouts, en cinq grandes classes. Le premier, c'est le positionnement géographique. On dit souvent, oui, il n'y a pas la mer à côté, il n'y a pas le port, effectivement. Mais quand vous voyez la position de la région Fes Meknès au niveau national, elle est au centre des couloirs d'échange démographiques et économiques. Elle est à peu près à moins de 4 heures du port de Tanger-Med, un peu moins de 3 heures du port de Casablanca, moins de 2 heures du port de Kénitra. Bientôt, avec le port de Nador, la connectivité sera encore améliorée. Donc, je dirais que le premier point, on va dire le premier gros avantage, c'est le positionnement géographique. Le deuxième point que je qualifierais, c'est celui des infrastructures. Donc, les infrastructures sont développées au niveau de la région Fes Meknès, que ce soit en termes de réseaux routiers, autoroutiers. L'aéroport international de Fes-Seis a une capacité d'accueil de 3 millions de passagers. C'est le 4e aéroport au niveau national en termes de trafic, avec une croissance à 2 chiffres, malheureusement, bien sûr, avant la crise du Covid-19. Et donc, ce réseau bien développé en termes d'infrastructure permet à la région un certain nombre offre à la région un certain nombre de possibilités. Le troisième grand avantage, je dirais, c'est sur le volet des plateformes d'accueil. Aujourd'hui, sans des plateformes d'accueil dans les différents secteurs, on ne peut pas développer une région. Donc, si on regarde les différents secteurs, au niveau, par exemple, de l'industrie, donc au niveau de la région Fes Meknès, il y a à peu près 13 quartiers et zones industrielles sur une superficie globale de 1000 hectares, avec de nouvelles zones industrielles et de nouveaux parcs industriels qui sont en cours de réalisation, on y reviendra plus tard, et qui vont permettre d'étoffer encore plus l'offre foncière industrielle. Ça, c'est un point important. Que ce soit dans d'autres secteurs, on a cité l'industrie. Si on regarde par exemple l'agro-industrie ou l'agroalimentaire, nous avons un agropole au niveau de Meknès sur une superficie de 147 hectares et qui offre un calipole, beaucoup de services comme le calipole alimentation, des laboratoires de recherche et développement dans le secteur de l'agro. Et donc aujourd'hui, on peut dupliquer ça à tous les secteurs. Au niveau de l'offshoring, on a un parc qui est le parc Fes-Shore sur 20 hectares et aux meilleurs standards et aux meilleures normes internationales et qui accueille aujourd'hui de nombreuses entreprises internationales qui font de l'offshoring. Il y en a plusieurs, Alten, CGI, Altran, Senexia, etc. Donc, ces plateformes d'accueil permettent justement d'être compétitives pour la région. C'est un prérequis, un préalable nécessaire à tout investissement. Je dirais que le quatrième grand axe, c'est, je dirais, le patrimoine naturel et tout le patrimoine matériel et immatériel. Je vais rassembler dans cette catégorie-là. La région a un patrimoine exceptionnel, avec plusieurs sites classés au niveau classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous connaissez bien sûr Volubilis, les grottes de Flewato à Tsaza, le parc national d'Ifrane. C'est des sites exceptionnels. On a la plus grande forêt de cèdres au monde. Il y a des lacs superbes. Donc aujourd'hui, ce patrimoine, clairement, permet à la région de se distinguer par rapport à d'autres sites. Et enfin, je dirais peut-être 5e point important, c'est le climat des affaires. Bien évidemment, on parle aujourd'hui un peu du développement de l'économie de la région. Et aujourd'hui, pour pouvoir attirer des investissements, s'il n'y a pas un climat des affaires favorable, les entreprises vont voir ailleurs. Et donc, comment ça se matérialise aujourd'hui? Il y a des grands chantiers qui sont lancés au niveau national et qui concernent bien sûr toutes les régions, que ça soit sur le volet de la simplification des procédures administratives, que ça soit sur le volet de la digitalisation du service public, etc. Donc ça, c'est des chantiers transverses. Il y a des programmes qui sont mis en place également au niveau national et qui concernent toutes les régions pour pouvoir offrir un cadre incitatif attrayant pour les investisseurs.
Prenons l'exemple du Fonds de développement industriel, des offres de Maroc PME, etc. Mais plus spécifiquement au niveau de la région Fès-Meknès, on a mis en place des mécanismes spécifiques sur mesure propres à la région. Et je vais citer 2 exemples. Le premier exemple, c'est la prime régionale à l'emploi. Donc ça, c'est un dispositif mis en place par la région Fès-Meknès. C'est un mécanisme qui s'applique pour les entreprises qui souhaitent s'installer au niveau de la région, qui opèrent soit dans l'offshoring et qui s'installent au niveau de Fès-Shore, soit dans le secteur de l'industrie. Et donc, c'est une prime à l'emploi qui est donnée, qui est de 6 000 dirhams par emploi créé, avec bien sûr des conditions, notamment de maintenir les emplois sur une période de 24 mois, ou encore le fonds de souveraineté industrielle. Donc c'est un mécanisme incitatif propre à la région Fès-Meknès, où on encourage, on va dire en quelque sorte, les projets qui s'inscrivent dans la stratégie de substitution aux importations pour favoriser le Made in Morocco. Et donc aujourd'hui, pareil, c'est un appui qui est donné, c'est une subvention qui est donnée sur 3 axes. Le volet équipement, donc c'est une subvention qui est donnée pour prendre en charge une partie de l'équipement, donc plafonnée à 10% du coût de l'équipement, ou les frais de formation, ou encore les frais d'études. Et donc aujourd'hui, voilà, entre ces grands chantiers transverses, la simplification des procédures administratives, la dématérialisation, la digitalisation, les subventions et les mécanismes incitatifs propres à la région, et bien évidemment, comme vous le savez, la réforme des CRI qui a été lancée suite aux orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, cette réforme des CRI était très importante, parce qu'indépendamment de la réforme de l'institution, on va dire en quelque sorte, l'objectif à travers cette réforme, c'était que le CRI soit encore plus proche de l'investisseur et du porteur de projet de l'entreprise. Et d'unifier, il y avait 2 grands axes. C'était une réforme qui porte sur l'établissement et son offre de services, mais surtout la création d'un cadre unifié de prise de décision relative à l'investissement. Ça, c'est très important. Ça fait partie des choses justement qui améliorent le climat des affaires. Et aujourd'hui, en quoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent pour tout investisseur. Et donc, il faut qu'il y ait un interlocuteur dédié, donc, qui est le CRI, qui est l'interface entre un investisseur et l'administration avec un grand A, et un cadre unifié justement pour agir sur les délais, agir sur la transparence de l'information et de la décision, et agir sur la célérité de délivrance des autorisations. Donc ce sont des paramètres importants sur lesquels nous avons agi, avec des indicateurs que je pourrais partager avec vous par la suite, et qui aujourd'hui permettent justement de créer une dynamique importante au niveau de la région, que ce soit en termes de création d'entreprises, que ce soit en termes d'investissement. Merci beaucoup Yacine. Et on aura effectivement l'occasion de revenir de manière plus spécifique sur tous les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place à la fois par le CRI mais aussi par d'autres institutions. Je reprends la question initiale. Monsieur Tazi a évoqué 5 atouts majeurs pour la région Fès-Meknès et je me tourne vers l'industriel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un grand industriel, ou d'ailleurs un moins grand industriel ou un acteur du secteur des services ou un jeune start-upper aurait envie de venir s'installer dans la région Fès-Meknès? Merci Sissi. Je tiens à remercier le groupe Tijari et Wafa Bank. Bien évidemment, je commence par le président directeur général, Si Mohamed Kettani. Puis, bien sûr, à notre ami Si Khalid Al-Khalifi et tous les employés et les partenaires de Tijari Wafa Bank, notamment bien sûr l'association qui nous a invités à cette conférence. Remercie. Pour l'écosystème d'entrepreneuriat à Fès, bien sûr, pour commencer, un écosystème, c'est une interaction de plusieurs éléments. Il est basé principalement sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est le policy maker. Donc, le policy maker, bien sûr, c'est le gouvernement, représenté dans la région par Sid Loueli. Donc, le sens d'écoute que Sid a, il est inouï. Donc, on peut l'appeler à minuit, on peut l'appeler le week-end, il répond présent. Donc, c'est exceptionnel. Il incite à qu'on fasse ainsi. Donc, il y a un encouragement dans ce sens. Il y a bien évidemment le CRI, donc la lettre de Sa Majesté de créer les CRI en 2002 a donné un saut en avant pour l'entrepreneuriat en général et surtout après le décret 47-18 de 2014, ça a donné un nouveau élan au CRI qui appuie
l'entrepreneuriat en général, et en particulier le leadership des policymakers à la ville de Fès. Donc, notamment Sitezi. C'est un jeune qui appuie, bien sûr, l'investissement à maker. Il répond présent aussi. Donc, la disponibilité est un élément essentiel pour l'entrepreneur pour trouver quelqu'un qui l'écoute, l'appui, flétant, critique, bien évidemment. La souplesse de la législation, donc à maintes fois, on a eu des décrets, on a eu des lettres, et avec des communications bien sûr précises, on a pu échanger et on a pu ajuster ces décrets dans le sens de l'encouragement de l'investissement. Je donne l'exemple de la production des masques. Donc, après la déclaration du Covid en mars 2020 au Maroc, Sa Majesté a annoncé que la production des masques doit être faite pour les Marocains. Et on a eu une demande spéciale du ministère allemand de la Santé pour produire pour le ministère. Donc, à travers Sid Loueli et le ministère de l'Intérieur, on a pu communiquer avec Sa Majesté et aussi avec l'appui de Sil Alami dans le temps. Et Sa Majesté a donné l'accord pour produire pour le ministère de la Santé à Fès. Donc, on a pu garder les emplois de 2000 employés. Maroc Moody's, entre parenthèses, emploie 3400 employés. Et on a pu garder 2000 emplois. Donc, il y a une souplesse. Il y a bien évidemment le support des policymakers. Donc, comme vous le savez, il y a un programme qui a été prolongé. C'est le PAI, l'appui à l'investissement. Le projet d'appui à l'investissement a été prolongé par le ministère de l'Industrie. Donc, c'est exceptionnel. On a le support financier du gouvernement, mais même des banques. Donc, la partie finance, c'est le deuxième pilier de l'écosystème entrepreneurial. Donc, bien évidemment, le groupe Tijari remercié répond toujours présent et s'adapte aux besoins des industriels. Notamment, ils commencent à parler le même langage. Donc, à un moment donné, on avait commencé à parler capacité, vous n'avez pas la capacité qu'on demande, ainsi de suite. Le jargon capacité, c'est un jargon industriel plus que banquier. Donc, on a une demande, on doit offrir la capacité nécessaire pour répondre et livrer un produit à temps. Donc, en ce qui concerne Tijari, il a une capacité flexible pour pouvoir répondre à nos besoins au moment adéquat. Donc, en ce qui concerne aussi tout ce qui est prêt, donc, bien sûr, ils nous supportent et ils connaissent bien sûr la fiabilité de l'entreprise Maroc Moody's. Mais il y a une proximité du groupe Tijari au quotidien. Donc, c'est important, toujours la proximité, elle est importante. Il y a le troisième pilier de l'écosystème, c'est l'aspiculture, qui est très important. Donc, donner une image florissante du Maroc est important vis-à-vis les FDI, Foreign Direct Investors, et le cas du groupe Triomphe. Alhamdoulilah, on est classé premier en ce qui concerne tous les indicateurs de performance. Tous les KPI, la plateforme marocaine est première, notamment la qualité. Donc, bien évidemment, ça renforce l'indicateur général de l'écosystème au Maroc, qui est, comme vous le savez, Doing Business. Le Maroc a été classé 53e en 2020, d'un classement de 130 en 2010. C'est très remarquable. Ça, c'est le travail acharné de Sa Majesté. Donc, de 130 à 53,
C'est remarquable, c'est excellent. Donc, l'indicateur, bien sûr, il nous aide à mettre en avant les atouts du Maroc. Il suffit de dire qu'on est 53e au monde sur 190, que l'investisseur il est serein pour pouvoir venir et investir avec plus de... Donc, il y a l'aspect support. Donc, le support, bien sûr, c'est tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est côté légal, ainsi de suite. Alhamdoulilah, le Maroc a toujours montré et démontré qu'on a les capacités techniques et on sait les utiliser et les mettre en exergue. Le cinquième pilier, c'est les ressources humaines. Et la région de Fès est remarquable dans ce sens. Donc, à chaque fois qu'on veut recruter, on trouve très facilement des potentiels dans la région. Alhamdoulilah, on a des écoles d'ingénieurs, on a des écoles de business, on a des universités qui ont pu se transformer et répondre aux besoins des industriels. Donc, le Fès, et comme peut-être l'a dit Sitsazi, n'a pas de problème dans ce sens. On a une université à Ifrane, ainsi de suite. Donc, la région de Fès est riche dans ce sens. Il y a bien sûr le marché. Le marché, en général, c'est là où le bas blesse un peu dans la région de Fès. Donc, pour alimenter la chaîne de valeur d'un industriel, en général, il doit importer ou acheter de Casa. Donc, l'écosystème marché à Fès n'est pas encore développé, mais on essaie, de notre côté, d'apporter une valeur ajoutée dans ce sens. Pas plus loin qu'hier, on a discuté avec Sid Louali, Sid Louazir, Sid Riyad Mzour, Sid Tazi, pour attirer des industriels chinois pour investir dans la région de Fès. Donc, comme l'a mentionné Sid Tazi, il y a de nouvelles zones industrielles qui se créent et on va se baser sur ces zones pour pouvoir attirer ces industriels à investir directement à Fès. Alors justement, c'est l'objet, vous me tendez, merci Sikteni de me tendre la perche pour passer à la deuxième, au deuxième temps, qui est alors, formidable, la région a des atouts, la région semble avoir des éléments d'écosystème, des acteurs extrêmement engagés. Vous avez rappelé l'engagement de Silouali, du CRI, d'autres acteurs institutionnels et économiques. La question qui se pose maintenant, c'est comment transformer tout ça en réelle opportunité économique. Et je voudrais éventuellement qu'on puisse faire un focus sur 2-3 points. La question de l'entrepreneuriat. Là où je vais, là où j'assiste à des conférences ici dans la région, on ne cesse de dire que l'entrepreneuriat est une super opportunité pour la région. Et en même temps, est-ce que ça se concrétise? Est-ce que ça se matérialise concrètement dans les faits? Est-ce qu'on arrive à créer un réel écosystème entrepreneurial? Pareil, la montée en gamme technologique des industriels de la région. Je prends un exemple, il y a quelques jours, nous étions à l'université sur une conférence avec notamment beaucoup d'industriels sur l'industrie 4.0, et donc cette idée de faire une montée en gamme importante dans l'introduction des technologies digitales au sein du monde industriel. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pourrait faire que justement la région pourrait justement faire cette transition vers la nouvelle technologie, vers le mindset entrepreneurial et vers la capacité à être dans justement la création de richesses pour l'ensemble des opérateurs. Peut-être revenir à Sitsazi là-dessus. Vous avez posé plusieurs questions en une, hein, ça compte pas. Alors, je vais peut-être répondre sur... Vous choisissez... Je vais séparer la réponse en deux. Vous avez évoqué l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, le tissu économique régional est composé à 90-95% de TPME. D'où
l'importance d'accompagner de la meilleure manière possible ces entreprises qui jouent un rôle important dans l'économie régionale et nationale. C'est les mêmes proportions au niveau national. Alors, comme vous l'avez pu le constater, il y a eu plusieurs grands programmes de l'État qui ont été lancés pour encourager et promouvoir l'entrepreneuriat. On peut citer le programme Telaka, que vous connaissez tous. Récemment, le programme Forza, le programme Auraj, qui sont plus de l'appui à l'entrepreneuriat, ou en tout cas au soutien à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, bien évidemment, à côté de ces grands programmes nationaux qui sont importants, il faut bien évidemment qu'il y ait aussi une prise d'initiative régionale. On ne peut pas attendre à chaque fois qu'il y ait un programme national qui soit déployé pour dire « OK, on fait de l'entrepreneuriat ». Non. Et justement, c'est cette capacité aux acteurs régionaux de faire preuve d'innovation, de faire preuve de prise d'initiative et de proposer on va dire des programmes et des projets pour faire éclore une jeune génération d'entrepreneurs. Malheureusement, on va dire des choses au Maroc, la culture entrepreneuriale n'est pas ancrée en nous. Il faut dire des choses. En tout cas, pas assez. Sachant justement tout le potentiel qui est là. Alors, on ne nous enseigne pas au lycée ou dans les écoles à comment devenir entrepreneur, c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective, quelles sont les bases qu'il faut que j'ai pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc malheureusement, on découvre que les entrepreneurs apprennent sur le tas, ce qui est aussi une façon de faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous de mettre en place tout ce qu'il faut pour encourager l'entrepreneuriat à l'échelle de la région. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr, le CRI seul ne porte pas seul tous ces programmes. Nous avons des partenaires à l'échelle de la région avec qui on conçoit et on lance des programmes pour encourager l'entrepreneuriat. Je vais citer quelques exemples. Nous avons lancé avec une université, il y a eu le lancement du statut national de l'étudiant entrepreneur. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une immersion de l'étudiant dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, justement pour découvrir un peu comment ça fonctionne et peut-être lui donner des idées. Ça, je l'ai fait de manière synthétique, mais c'est une initiative. Une autre initiative qu'on a lancée, c'est le programme Afouage, qui a été lancé avec des partenaires de la région. Et Afouage, c'est simple, c'est comment donner des bases, comme vous le savez, Telaka et d'autres programmes, c'est pour faciliter l'accès au financement, qui est un levier important. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'ont pas les bases. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une idée viable, bancable. Ça, c'est pour vous. Et donc, on se retrouve à tourner un peu en rond et à avoir des idées peut-être qui ne tiennent pas la route. Et voilà, on ne va pas au bout des choses. Donc, on s'est dit, il faut agir en amont. Et il faut accompagner ces jeunes-là avec de la formation, avec des ateliers, avec des entretiens, avec justement tout ce qu'il faut pour leur donner les bases nécessaires pour pouvoir s'approprier, non pas faire pour eux, mais qu'ils puissent s'approprier eux-mêmes leur idée et la transformer en projet bancable. Et je peux citer d'autres initiatives. Il y a le programme Saïdatil Moukawila que nous avons lancé également pour encourager l'entrepreneuriat féminin, puisqu'aujourd'hui, la démarche qu'on a adoptée, c'est de dresser une sorte de matrice de toutes les cibles potentielles d'entrepreneurs. Le jeune étudiant, le porteur de projet, la TPE, la PME qui souhaite se développer, la femme entrepreneur, etc. Et nous avons justement identifié toutes les étapes, on va dire que ça soit en avant-projet jusqu'à l'après-projet, c'est-à-dire jusqu'au lancement et l'aide à la pérennisation. Et nous avons justement essayé de remplir cette matrice avec une offre d'accompagnement qui soit adaptée, parce que les besoins, bien sûr, comme vous le savez, ne sont pas les mêmes, selon les cibles. Et donc, c'est à travers ces partenariats, et je sais qu'avec, par exemple, le groupe Tijari, nous avons lancé un programme pour accompagner les entreprises, en tout cas pour les sensibiliser, pour qu'elles puissent se développer à l'export. Donc, quels sont les prérequis, quelles sont les conditions, comment je fais pour booster mon activité et être compétitif à l'export, etc., à travers des cycles de sensibilisation et d'accompagnement. C'est un exemple. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail. On n'est pas en train de dire que tout va bien et qu'on est à 100%. Je suis un état insatisfait et je pense que c'est le cas aussi de plusieurs de mes collaborateurs. Et donc, on essaie toujours de faire mieux et de voir qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux, de plus, pour faire en sorte de faire éclore cette jeune génération d'entrepreneurs avec les universités. Il y a beaucoup de programmes qui sont lancés, etc. Donc, c'est un effort collectif. Il serait illusoire de croire que l'entrepreneuriat est porté par une seule institution. C'est un effort collectif, c'est de la convergence, c'est de la bonne intelligence qu'on met dans les programmes qu'on élabore à l'échelle des régions et qui viennent compléter les programmes nationaux qui sont déployés. Et donc c'est comme ça, c'est en multipliant ce type d'initiatives, en travaillant un peu, on va dire en bonne intelligence, qu'on arrivera, je pense, à développer encore plus l'entrepreneuriat. Juste pour vous donner peut-être une statistique, c'est qu'on est à un niveau de création d'entreprises qui est relativement stable sur ces 3 dernières années. On est aux alentours de 7000 entreprises créées chaque année au niveau de la région.
dont la moitié au niveau du guichet du CRI. Et donc, ça montre quand même qu'il y a une dynamique, malgré Covid, malgré un peu tout le contexte particulier qu'on a vécu, il y a une dynamique de création d'entreprise. Les jeunes créent de l'entreprise, les jeunes demandent du financement, et vous avez les indicateurs de financement. Vous savez que, par exemple, au niveau de la région Fès Meknès, pour le programme Telaka, on est la 4e région en termes de montant décaissé ou de nombre de bénéficiaires, 3e, 4e selon les périodes. Et donc, ça montre qu'il y a cette dynamique d'entrepreneuriat au niveau de la région. À nous de mettre en place les bons programmes et les bons projets pour les accompagner. Absolument. Alors, je tiens là-dessus à dire, c'est sûr que il y a tous les systèmes d'accompagnement qui se mettent en place, mais c'est vrai que si on ne travaille pas, comme vous l'avez évoqué, Sitsazi, sur la jeunesse, mais le plus tôt possible, c'est-à-dire je pense qu'il ne faut même pas que ça se fasse à l'université, il faut que ça se fasse au lycée et au collège. Et donc il y a un appel à transformer les programmes dans nos lycées, dans nos collèges, pour essayer d'introduire ce mindset entrepreneurial le plus tôt possible. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'à l'Euromède, c'est quelque chose qu'on a pris à bras-le-corps très très tôt. Dans une école comme la Business School, dès la première année, dès le premier semestre d'enseignement, les étudiants sont initiés à l'entrepreneuriat. Et on a mis en place au sein de l'université ce qu'on a appelé le profil Euromède, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques de nos étudiants à la sortie, quel que soit le parcours d'études que fait un étudiant, qu'il soit futur architecte, futur ingénieur, futur manager, futur Sciences Po, etc. Il est initié dès le démarrage de son parcours d'études et tout au long du parcours à l'esprit entrepreneurial. Et on les accompagne à travers des dispositifs, notamment l'incubateur, qui permet d'intégrer des jeunes qui ont de nouvelles idées en programme de pré-incubation, en programme d'incubation, et ensuite dans des logements beaucoup plus concrets. Donc il y a un réel appel, et puis peut-être aussi chez les familles, à changer aussi un peu le discours qui est entretenu sur l'échec, sur la capacité à réussir, ne pas faire de l'entrepreneuriat un choix par défaut. Beaucoup de jeunes entreprennent parce qu'ils n'ont pas réussi à intégrer la fonction publique, le marché du travail. Ils se disent et on verra bien. Donc je pense que c'est un changement, une transformation d'état d'esprit par rapport à ça, et c'est quelque chose qui se travaille sur le très très long terme et de manière profonde dans la société, et d'abord chez les jeunes. Et merci Sitsazi d'avoir évoqué ce point. Peut-être sur la montée en gamme technologique, Monsieur Kitsani, la CGEM est un partenaire fondateur du consortium Industrie 4.0, développé au sein de l'université et avec un ensemble de partenaires. Quelles sont les perspectives à ce niveau-là? Beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels on discute nous disent l'opportunité de la région est la montée technologique. Même chez les opérateurs des centres d'appel. Je discutais il n'y a pas très très longtemps avec le directeur régional de WebHelp, pour ne pas le nommer. Ils sont aussi sur une stratégie de montée en gamme technologique. Donc, qu'est-ce qui peut se faire à ce niveau-là, et qu'est-ce qui manque pour amorcer cette transformation technologique? C'est clair. En fait, l'industrie 4.0, donc maintenant on parle plus de l'industrie 5.0. L'industrie 1.0, c'est monsieur Watt qui a créé la machine à vapeur. Après, il y a la mécanisation, et après, il y a le mass production. Après, il y a l'introduction de l'IC dans la production. Et maintenant, c'est la connectivité entre l'homme, la machine et le robot. C'est l'industrie 4.0. Donc, à cet égard, l'Euromède, avec la collaboration de la CGEM et d'autres partenaires, notamment la région de Fès Meknès, ont collaboré pour créer une zone industrielle et une Smart Factory 4.0. Donc, l'esprit industriel nous dicte qu'il faut toujours créer un échantillon pour pouvoir produire en masse. Donc, l'échantillon de la Smart Factory est un témoin pour justement, dans la zone industrielle 4.0, il y a un incubateur de jeunes promoteurs qui vont voir la Smart Factory
et vont être encouragés à adopter cet esprit. Donc, dès le départ, ils vont être imprégnés de ce mindset et utiliser au maximum les nouvelles technologies et surtout l'apport important de l'Internet et du cloud. Le cas de Maroc Modis, justement, on a déjà entamé l'industrie 5.0, qui est l'industrie sociétale, justement pour consommer moins et utiliser et être engagé dans les économies vertes, recycler, essayer de produire organique. Donc, ce mois, on a été certifié GRS, donc production recyclée, et on a été certifié GOTS, production organique. Donc, on utilise maintenant à 70% des tissus organiques sans l'intervention de matières chimiques. Donc, ça, c'est en vogue en Europe, mais je suis sûr dans les 2-3 années à venir, ça va venir au Maroc. Merci. Peut-être un complément? J'aimerais rebondir un peu, si vous permettez, sur ce que vient de dire Sektani, parce que quand on dit technologie, tout ça, bien sûr, il en faut. Il en faut. Après, avant peut-être de parler de technologie, je vais répondre à la question que vous aviez posée juste avant. Comment on fait pour transformer l'essai, parce que c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Concrètement, de manière peut-être un peu synthétique, il y a ce qu'on appelle les 5 F de l'investissement. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, un investisseur, c'est Taniel pourra en témoigner, lorsqu'il décide de faire un choix, qui est un choix stratégique de s'implanter quelque part, il ne le fait pas comme ça. Il étudie très bien le marché, il regarde le pour et le contre, il compare, et c'est tout à fait normal, parce que le moindre centime économisé a un impact direct sur la rentabilité, sur le chiffre d'affaires, etc. Donc, globalement, il y a les 5 F. C'est quoi les 5 F? C'est tout d'abord le foncier. Pas de foncier, pas d'investissement. Si un investisseur souhaite lancer une usine, Flan-Flania, ou lancer un hôtel ou autre, s'il n'y a pas de zones qui peuvent accueillir son projet, il va voir ailleurs. Première chose. Alors, justement, c'est intéressant que on va ouvrir le débat mbed, mais je vais rebondir sur ça. Effectivement, ça a longtemps été le problème à FES. C'est ce qui faisait un peu défaut. Et nous, bien sûr, en tant que centre régional d'investissement, on est en contact de tous les investisseurs. À un moment, il y avait une telle saturation en foncier, pas simplement industriel, même ailleurs, dans les services, qu'on était à un moment arrivé à dire, OK, attends 24 mois, le temps que ça ne marche pas comme ça. Vous le savez, le temps c'est de l'argent, l'investisseur veut investir maintenant et il faut qu'on soit prêt. D'ailleurs, ça me fait, juste pour la parenthèse, avec la crise ukrainienne, comme vous le savez, ça a ouvert des opportunités de délocalisation de grandes industries qui étaient là-bas. Et on a reçu des appels pour dire, est-ce que vous êtes capable de mobiliser 3 hectares tout de suite, construites pour accueillir tel type d'activité? C'est ça la réactivité qu'il faut et c'est ça ce sur quoi il faut qu'on aille. Pour pallier à ça, parce qu'on parle encore du foncier, il y a plusieurs grands projets structurants qui ont été programmés, lancés et quasiment achevés dans le cadre du PDR, donc le programme de développement régional. Je rappelle, le PDR de la région Fès-Meknès, c'est près de 100 projets qui ont été identifiés sur un horizon de 5 ans. C'est presque 13 milliards de dirhams de budget pour la réalisation de ces projets. Et justement, comment ont été programmés des projets? En partant d'une réalité concrète, de dire aujourd'hui, on a un défaut en termes de plateformes d'accueil. Il faut qu'on lance des plateformes d'accueil industrielles, de services qui vont nous permettre d'accueillir des projets. C'est dans cette optique que le parc industriel de Inchka Gasfro a été lancé. C'est 80 hectares qui vont nous permettre d'avoir une nouvelle offre industrielle en foncier industriel. Les travaux seront achevés en décembre 2022. Et pour l'anecdote, parce que les investisseurs de FES savent, attention, il ne faut pas croire. Quand on leur disait, attention, le parc industriel d'Inchgag est en cours de Hada. Non, ça fait 20 ans qu'on entend qu'Inchgag est en cours de préparation. Ce qui est le vrai, ce qui est le cas. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, voyons le verre à moitié rempli, non pas à moitié vide. Et voilà, aujourd'hui, il y a le parc industriel d'Inchgag. Il y a une future zone franche. Le décret, Inch'Allah, sera prononcé dans quelques jours, qui va nous permettre d'accueillir des entreprises qui font du 100% à l'export, avec tous les avantages fiscaux que vous connaissez liés à la zone franche. Il y a un projet actuellement en cours d'étude, en phase d'étude, pour une nouvelle zone industrielle, Inch'Allah, Ain Beda, sur une superficie de 100 hectares. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, à de la conscience effectivement de nos limites en termes de foncier, nous a amené à accélérer le lancement de nouvelles zones pour accueillir les projets. Donc premier point, le foncier. Deuxième point, le financement. Bien évidemment, tout le monde ne finance pas en fonds propres, sinon les banques fermeraient, n'est-ce pas? Donc,
Bien sûr. Donc, aujourd'hui, tous les acteurs sont mobilisés pour offrir des solutions de financement. Et bien évidemment, il n'y a pas que le financement bancaire, il y a d'autres sources de financement pour accompagner justement les besoins en financement des entreprises qui souhaitent se développer. Vous l'avez vu aujourd'hui, il y a les programmes de financement divers par bien sûr les partenaires bancaires qui sont mobilisés à 100% pour accompagner les entreprises de la région, mais évidemment à travers d'autres organismes internationaux, etc. Donc aujourd'hui, il y a une diversité de solutions de financement qui nous permet justement aussi de cocher toutes les cases. Le troisième point, qui est un peu lié au financement, c'est la fiscalité. Bien sûr, lorsqu'il y a une fiscalité avantageuse, et ça passe aussi par des subventions qui sont données. Je citais tout à l'heure l'exemple des fonds qui sont lancés au niveau de la région Fès-Meknès et des primes à l'emploi et d'autres mécanismes incitatifs qu'on est en train de lancer. C'est pour justement avoir un avantage compétitif. L'investisseur, vous le savez, vous êtes aujourd'hui des grandes entreprises, te disent, OK, concrètement, qu'est-ce que cette région m'offre de plus que l'autre ? Et donc aujourd'hui, on est obligé, bien évidemment, de faire preuve d'innovation et surtout d'être à l'écoute et d'être capable de proposer des mécanismes sur mesure qui répondent aux besoins des investisseurs. Et je vais vous citer un exemple. Nous avons eu un grand groupe international qui est sur de la haute valeur ajoutée, qui nous dit, écoutez, voilà, aujourd'hui, la direction internationale, elle est sur une logique de fermeture de sites, Covid, etc. Surtout, on est sur un métier d'ingénierie, donc on n'a pas besoin d'avoir vraiment de site physique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse nous défendre l'ouverture d'un nouveau site à Fès plutôt que... Et donc, on a été amené à imaginer un mécanisme sur mesure pour accompagner l'installation et l'aménagement des locaux de cette entreprise-là et pour pouvoir les attirer. C'est pour vous dire, voilà, cette agilité est nécessaire aujourd'hui sur le volet des mécanismes que la région peut mettre en place. Et puis, les deux derniers F, en tout cas, le dernier F qui est important, vous le savez, c'est au final la formation. Et on a aussi beaucoup de besoins justement en main-d'œuvre qualifiée, en ingénieurs, etc. Et la région aujourd'hui a tout ce qu'il faut. On a évoqué tout à l'heure les universités qui forment jusqu'à 180 000 étudiants chaque année. On a plus de 266 établissements de formation professionnelle. On a un institut spécialisé dans les métiers de l'offshoring. On a une cité des métiers et des compétences qui va ouvrir fin d'année, qui va offrir 2900 places pédagogiques avec un nouveau programme, avec de nouvelles filières à haute valeur ajoutée. On a tout ce qu'il faut en termes de capital humain. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force. Ce qui fait peut-être notre différence et notre force par rapport à d'autres régions qui peut-être ne bénéficient pas de cet avantage-là, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est capable de mobiliser tel et tel profil, justement pour des besoins spécifiques. On a la première école d'ingénierie en intelligence artificielle en Afrique. Elle est à Fès, elle n'est pas ailleurs. On a des écoles spécialisées en automobile, en mécanique, etc. Donc on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre de manière efficace et rapide aux besoins des investisseurs et des entreprises. Donc, comment on concrétise justement, comment on y arrive? Il faut être capable d'agir sur ces 5 F. Si on n'agit que sur un seul levier, bien évidemment, ça ne sera pas suffisant. Et donc, c'est l'objectif, bien sûr, de tous les partenaires à l'échelle de la région, à leur tête, bien sûr, M. Louali, le président de la région et tous les partenaires, c'est d'être capable aujourd'hui de penser ensemble, de réfléchir ensemble et de programmer tout ce qu'il faut au niveau de chaque rubrique pour être capable justement de se distinguer, d'être compétitif et d'être capable d'attirer les investisseurs. Parfaitement, et je rajouterai un dernier élément qui n'est pas un F, mais qui est un C, c'est de connecter les gens ensemble. Je pense qu'on souffre aussi d'un vrai problème qui est le fonctionnement en silo des différents acteurs, des différents opérateurs. Juste une toute petite anecdote là-dessus, et ensuite on ouvrira les échanges à la salle, et je vois bien qu'il y a des gens qui trépignent d'impatience pour pouvoir poser des questions. Il y a quelques jours, je dînais avec un des responsables majeurs de la CGEM, et je lui ai raconté qu'à l'université, nous avions fait pour la région, pour le conseil régional, une étude sur la transformation digitale de la région, et que nous avons fourni à la région 30 projets clés en main, ficelés, qui peuvent être mis en œuvre en press play demain. Et il était furieux de se dire, voilà, il y a 30 projets qui existent, mais dont personne n'est au courant et qui ne sont pas mis dans la banque de projets globale de la région et pour laquelle les gens de la CGEM pourraient se saisir. Et donc je pense que c'est assez symptomatique de ce qui peut arriver, c'est chacun travaille dans son coin sans s'interroger sur ce que peut lui apporter l'autre ou ce que lui peut apporter à l'autre. Et je pense que, alors je ne sais pas qui est en charge de connecter tout le monde, probablement la CGEM a un rôle important à jouer, les autorités aussi, l'université certainement en réunissant les gens et en les faisant dialoguer ensemble. Mais je pense que c'est un point qui me semble extrêmement intéressant aussi à
à travailler. En tout cas, le talent de Si Tzazi et Siktani a fait qu'ils ont anticipé les questions sur la dimension programme d'accompagnement et levier d'accompagnement des opérateurs économiques, ce qui nous permet de passer, sauf si vous aviez un point à rajouter là-dessus, sur l'accompagnement. En fait, l'investisseur a toujours deux choix. Soit être un suiveur, un challenger ou un leader. Et bien sûr, le choix d'être leader est toujours privilégié parce que pour leader, il y a toujours une grande marge. Et pour être leader, il faut toujours prospecter l'avenir et essayer de savoir les tendances et se préparer. Donc, pour les future jobs, bien sûr, on essaie de le préparer en interne et influencer justement l'écosystème dans ce sens. Notamment les métiers de l'upstream, donc tout ce qui est en amont. Donc, on a créé à Maroc Moody's le département marketing, justement pour accompagner la création et la prospection des marchés et attirer de nouveau une nouvelle clientèle. Donc, on a récemment un nouveau client de taille qui est Amazon. C'est important. Donc, le marketing, c'est l'un des métiers importants qui vont être appelés à contribuer pour la réussite d'entrepreneurs en général. Il y a le content makers, donc les créateurs de contenu. Donc, à cet égard, lors de la crise Covid, on a utilisé ce levier justement pour communiquer en interne et en externe et gérer le risque de l'arrêt. Il y a le product development, donc on a toujours saisi la crise de Covid pour créer un département product development. Maintenant, on a presque 100 techniciens et ingénieurs dans ce département, donc il s'est développé très très rapidement. On l'a créé par une initiative locale. Et le groupe a vu qu'on a le potentiel, donc il a accéléré. Le département Product Development à Heubach en Allemagne comptait 60 ingénieurs, maintenant ils sont 14. Donc il y a un transfert de savoir-faire de l'Allemagne au Maroc pendant la crise. Donc la crise nous a beaucoup servi. Il y a tout ce qui est downstream, tout ce qui est sales et people. Donc, le cheval de bataille de la stratégie de Maroc Moody's est développer en permanence ses employés et essayer d'utiliser de grandes universités locales, régionales et même internationales. Donc, le développement et la mise à jour du capital humain est l'un des piliers de la réussite de Maroc Moody's. On a bien évidemment tout ce qui est support IT. On investit très lourdement dans l'IT et dans l'intelligence artificielle et le cloud. On a un programme d'investissement qui est de l'ordre de 1,8 million de dollars pour les 2 années à venir. Donc, ça concerne principalement la mise à jour de nos systèmes d'information et de l'utilisation du cloud et de l'intelligence artificielle. Super. Sur tous ces points, vous avez évoqué les universités. Je peux vous dire que vous trouverez à l'université Euromed, qui est profondément ancrée localement et qui se projette à l'international, un partenaire à l'écoute en tout cas et en échange avec vous, et on sera très heureux de vous accueillir pour des échanges là-dessus. Merci infiniment à Yacine Tzazi, à Siktani pour leur intervention. Je préfère... Oui, pardon. Peut-être un point, si vous permettez, peut-être avant d'ouvrir le débat sur le volet de l'accompagnement, parce que c'est important. Oui. Juste très rapidement, il y a deux types d'accompagnement qui sont aujourd'hui assurés. Il y a peut-être l'accompagnement des politiques publiques. Ça passe à travers un certain nombre d'études que nous avons lancées pour mieux, en tout cas, orienter de manière plus efficace l'action de l'État. Je vais citer 2 exemples. Le lancement d'une étude de positionnement de la région Fès Meknès, parce que vous savez, aujourd'hui,
pour pouvoir dire il faut qu'on ait une vision claire, en dehors bien sûr de celle définie par le schéma régional d'aménagement du territoire, le SRAT et le PDR, de dire aujourd'hui quelles sont les filières vers lesquelles nous allons orienter, qui vont créer de la richesse et qui vont créer encore plus de valeur ajoutée. Comment les identifier? Comment justement faire en sorte de programmer et d'accélérer leur développement pour faire en sorte que la région se positionne à l'échelle nationale et internationale et qu'elle puisse aujourd'hui se distinguer? Parce qu'au final, on a de la chance d'avoir une richesse au niveau de la région qui se crée par différents secteurs complémentaires. On n'est pas dépendant d'un seul secteur. Comme vous le savez, là, au niveau de la région Fès-Meknès, c'est le secteur des services qui arrive en premier en termes de contribution à la création de richesse, à hauteur de 47%, suivi du secteur primaire à hauteur de 20% et du secteur secondaire. Mais à l'intérieur, bien sûr, de ces secteurs, il faut être capable de dire où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais aller sur de l'intelligence artificielle, est-ce que je veux positionner la région Fès-Meknès en tant que destination technologique, est-ce que je vais faire des régions Fès-Meknès un hub médical, je donne des exemples. Et donc aujourd'hui, cette étude va nous permettre en tout cas d'avoir une vision partagée, parce que vous parliez tout à l'heure de complémentarité et de convergence. Ces actions-là, ces études sont menées en concertation avec l'ensemble des acteurs de la région Fès-Meknès, privé, public, etc. Et donc, et on a eu le plaisir de les accueillir pour échanger avec eux. Tout à fait. Donc c'est en s'enrichissant bien sûr de l'apport de chacun des acteurs qu'on arrive à une vision commune, partagée, et qu'on peut la déployer. La deuxième étude qui est lancée aujourd'hui et qui a une phase bien avancée, c'est l'étude de développement des nouvelles zones industrielles et de nouvelles plateformes d'accueil et de services. Encore une fois, on en revenait, ça revient au fameux premier F du foncier. Où est-ce que je dois positionner ces nouvelles zones? Quelle est l'opportunité? Quels sont les atouts de chaque territoire au niveau de la région, de chaque province? Quelle est la pertinence de programmer des zones, à quel endroit, pour faire quoi? Donc c'est ce type de questions auxquelles on est en train de répondre pour justement faire en sorte de ne pas avoir des cimetières vivants en programmant des zones qui seraient inadaptées à la réalité du territoire. Et donc, pour vous donner des exemples, aujourd'hui, nous agissons sur cet accompagnement-là. Mais bien évidemment, nous agissons aussi sur l'accompagnement des opérateurs économiques, qui est le plus important. Nous sommes en train de lancer une banque de projets sectoriels, un peu à l'instar de ce qui a été fait par le ministère de l'Industrie et du Commerce, mais celle-ci se décline sur tous les secteurs, santé, éducation, industrie, etc. L'objectif, c'est de donner des idées de projets clés en main aux investisseurs pour qu'ils aient tout simplement tout le travail, on va dire, en amont ait déjà été fait, l'identification du marché, de son potentiel, des ratios financiers, etc., pour lui permettre de rapidement avoir des idées de projets clés en main qu'il peut rapidement lancer. Mais bien évidemment, d'autres actions que nous avons lancées, les programmes d'accompagnement que j'évoquais tout à l'heure, Afouaj, Seydatil Moukawila, d'autres actions qui sont lancées avec le groupe Tijari, les matinées de l'entrepreneuriat, donc c'est un rendez-vous bimensuel d'information, de sensibilisation sur l'entrepreneuriat, sur des thématiques particulières. Nous avons noué des partenariats avec, par exemple, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique pour accompagner les industriels de la région à la décarbonation, qui, vous savez, avec l'instauration de la taxe carbone, va être un vrai levier de compétitivité pour les entreprises industrielles de la région. Donc, comment accompagner efficacement les industriels de la région avec des audits énergétiques, avec un accompagnement pour un système de management de l'énergie, etc., etc. Donc, nous avons identifié des thématiques qui concernent les opérateurs économiques et nous agissons justement pour les accompagner selon leurs besoins, que ce soit du financement, que ce soit de la compétitivité, du développement international ou autre, et pour pouvoir justement faire en sorte qu'on ait des champions régionaux, et on en a beaucoup, et on a beaucoup de success stories, et bien sûr continuer sur ces belles histoires. Par la petite parenthèse. Merci beaucoup, Sitazi. On va clore les échanges avec notre hôte, puisque c'est Monsieur El Khalifi qui est le hôte, mais on est très heureux d'être aussi avec la Fondation. Si vous voulez prendre un dernier mot, Madame Zrari. Merci beaucoup, Sir Khalifi, d'avoir accueilli cette conférence. Merci beaucoup à Sitazi, à M. Ktani qui nous a quittés et à M. Septi pour cette très belle modération. Merci à tous ceux qui ont bien voulu rester avec nous et vraiment nous interroger tous sur ces atouts de cette belle région qui est dans notre cœur à tous. Et à très bientôt. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur nos conférences sur la chaîne YouTube de la Fondation, qui sont des conférences pas uniquement sur des aspects économiques, mais aussi d'autres aspects culturels, sociétaux et autres. Et très belle soirée à vous tous. Merci. Et merci aux organisateurs.